Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur l'exploration du catalogue des patrons de conception. Et dans cette vidéo, on va principalement s'intéresser aux patrons de conception comportementaux. On va commencer par le patron qui s'appelle Template Method, qui va nous permettre de représenter des familles d'algorithmes. Donc l'idée, c'est de gérer un algorithme qui va être général, mais pas tout le temps. Et c'est là où est la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes qui sont communes, sauf certaines étapes de l'algorithme qu'on va vouloir spécialiser pour des situations concrètes. Un exemple, ça va être par exemple le fait de représenter la routine journalière d'un ensemble de travailleurs. Et donc, ce que fait un travailleur, c'est qu'il se lève, il mange son petit déjeuner, il va au travail, il rentre à la maison, il se relaxe et puis il dort. Mais cette routine, c'est pas exactement la même selon qu'on est un pompier, selon qu'on est un ouvrier, selon qu'on est un pilote d'avion, selon qu'on est un cadre, ou vous voyez, il peut y avoir plein de variations différentes en fonction du type de travailleur dont on représente la routine. Donc, l'intention derrière Template Method, c'est de définir un squelette d'algorithme. Et on va donc formaliser un ensemble d'étapes à travers cette Template Method. Et par héritage, parce que c'est une bonne utilisation de l'héritage pour faire ça, on va pouvoir redéfinir certaines étapes. Et donc, modifier l'algorithme en redéfinissant les bouts qui ont varié, sans aller impacter la structure générale de l'algorithme en question. On va illustrer ça sur un exemple. À droite, le diagramme de classe abstrait du patron. Donc on a la notion d'algorithme abstrait qui définit donc un processus qui lui est public. Et en protégé, on va donner un ensemble d'étapes. Par exemple, une étape 1, une étape 2 et une étape 3. Et cette étape 2, là, elle est abstraite parce qu'elle va toujours dépendre du type de classe concrète qu'on utilise. Et notre algorithme concret, lui, ce qu'il va faire, c'est simplement redéfinir cette opération. Et donc, il bénéficiera, quand on appellera process, de étape 1, son propre opération, puis l'étape 3 générique. Si on vient sur la partie gauche pour regarder comment ça se passe à l'exécution avec un diagramme de séquence, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a notre client qui va demander à un algorithme concret de déclencher son processus, puis ce processus va lancer l'étape 1, puis lancer l'opération qui est propre à cet algorithme concret, puis lancer l'étape 3, et ensuite répondre. Et si maintenant on utilise un autre algorithme concret, une autre template method, eh bien on va utiliser l'étape 1, toujours la même, puis l'étape 2, mais là ça sera celle spécifique à l'algorithme concret, puis l'étape 3, et ensuite on va répondre. Donc ça repose intrinsèquement sur l'envoi de message et sur le type runtime, parce que notre client, il n'a aucune idée de s'il parle à Concrete Algorithm 1 ou Concrete Algorithm 2, il sait juste qu'il parle à des Abstract Algorithms. Et comme on le fait par envoi de message, c'est le type le plus spécifique qui est utilisé, donc on a bien opération orange quand on est un Concrete Algorithm 1 et l'opération jaune quand on est un Concrete Algorithm 2. On va prendre un exemple plus concret où on va s'intéresser par exemple à compter le nombre d'occurrences le nombre d'occurrences de lettres ou de mots dans une chaîne de caractères. Donc là, on l'a fait au niveau des mots. Et puis, on définit donc notre compteur d'occurrences. C'est un processus classique qui définit trois méthodes privées et une méthode protégée. Donc ces méthodes privées, elles font partie de notre squelette d'algorithme et elles ne vont plus jamais changer. C'est le pré-processing du texte à traiter, par exemple pour remplacer tout ce qui n'est pas une lettre par un espace, pour ne pas compter les virgules, les points-virgules, les points d'interrogation et ainsi de suite. Ensuite de faire le comptage. Puis finalement, on a l'opération qui va varier, c'est l'affichage de ce comptage. Est-ce qu'on le fait par ordre ascendant ou est-ce qu'on le fait par ordre descendant? Et puis ensuite, on va avoir un post-processing qui n'est pas représenté, si ce n'est d'afficher le fait, par exemple, qu'on a trouvé X différents mots dans le système. Ce qui fait que notre compteur ascendant, par exemple, la seule chose qu'il a à faire, c'est à override cette méthode d'affichage qui était définie comme étant le seul point de variation dans l'algorithme. Est-ce qu'on va s'afficher dans le sens croissant ou dans le sens décroissant? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer donc tout ce qui est défini dans la classe du dessus, et puis on va le trier par ordre croissant, et c'est ça qu'on va afficher. Donc,
du point de vue du code, on va typer ces variables en tant que occurrency counter, donc le type générique, mais dans le premier cas, on va faire un ascending counter, et dans le deuxième cas, on va faire un descending counter, et à chaque fois, vous voyez l'uniformité, on appelle asc.handle, et puis là on appelle dsc.handle, mais dans les deux cas, c'est le même processus qui est déclenché, sauf que la variation de compter de manière ascendante ou descendante va dépendre de l'objet, vraiment de l'objet auquel on parle. Les conséquences immédiates, c'est beaucoup de réutilisation de code. On peut définir plein de choses dans la template method et laisser uniquement la partie spécifique à la sous-classe qui permet de définir ça. Donc ça nous donne pas mal de capacités d'extension et puis en plus on peut jouer sur la visibilité pour savoir quelles sont les étapes du processus qu'on veut autoriser à redéfinir ou pas. C'est une structure de contrôle inversée, c'est-à-dire que nous on définit du code dans ascending counter ou dans descending counter, mais c'est pas nous qui définissons comment il est appelé à l'intérieur de l'algorithme général qui est défini au-dessus. Le seul problème avec ça, c'est que ça repose sur de l'héritage. Donc ça repose sur des sous-classes et on a vu que les sous-classes pouvaient apporter pas mal de problématiques de conception si elles étaient mal utilisées ou dans des situations où il y avait potentiellement une explosion combinatoire du nombre de combinaisons qu'on pouvait faire des différents comportements. Donc il a quand même cette limite de reposer fortement sur la notion d'héritage. Où est-ce qu'on va le rencontrer dans la vraie vie? Eh bien, très clairement, dès que vous écrivez des tests unitaires, vous êtes dans une template method. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous écrivez juste un test, et puis ce test, c'est par exemple JUnit qui va l'exécuter à travers son algorithme d'exécution de test. Donc, on est bien dans le cas où JUnit a une sémantique d'exécution des tests, et il fait les before, puis votre test, puis le after. Eh bien, c'est lui qui va prendre la décision d'aller exécuter vos before, d'aller exécuter votre test, d'aller exécuter vos after, et de faire ça pour chacun des tests. Dans l'API Java, vous trouvez ça sur les entrées-sorties, vous trouvez ça sur les structures de données abstraites, vous trouvez ça pas mal aussi sur la gestion du protocole HTTP, où vous avez par exemple les HTTP Servlet avec des doX, doConnect, doDisconnect, et ainsi de suite, qui sont tout un ensemble de méthodes qui vont vous permettre de gérer le cycle de vie d'une connexion HTTP. On va s'intéresser ici maintenant au patron commande. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la structure, le patron commande, il marche bien avec le patron composite, donc on va en parler un tout petit peu à la fin de comment ces patrons se composent, comme un exemple de composition de patron. L'idée du patron commande, c'est de travailler au problème de dissocier le traitement de la décision de traitement. C'est-à-dire comment on peut faire pour réaliser une action sans forcément savoir qui va l'effectuer ni quand elle va être effectuée. C'est une situation classique à laquelle vous avez déjà été confronté. Si vous allez dans un restaurant, vous allez donner à la personne qui s'occupe de vous, qui s'occupe de votre table, votre commande, donc l'ensemble des plats que vous avez commandés pour votre tablé. Et puis le serveur ou la serveuse va envoyer ça à la cuisine qui va réaliser le traitement. Et ensuite, vous allez récupérer le produit de votre commande, en l'occurrence, votre bouffe. Donc l'intention qu'il y a derrière le patron commande, c'est d'encapsuler une requête comme un objet, de faire en sorte de découper l'émission de la commande. Je te demande de faire quelque chose, puis après il peut se passer un temps non négligeable jusqu'au moment où la commande va être réellement exécutée. L'idée et l'avantage d'avoir découplé l'émission de l'exécution, c'est qu'on sait toutes les commandes qui ont été émises. Donc on peut potentiellement les défaire si certaines choses ne nous plaisent pas. Et on peut aussi utiliser par exemple des files d'attente ou des files de priorité pour avoir certaines commandes qui sont prioritaires par rapport à d'autres commandes. À quoi ressemble le patron d'un point de vue UML? On a toujours notre client et on va avoir cette notion de receiver qui va être la cible qui va réellement effectuer la commande. Notre commande, elle est représentée par cette interface, donc on sait l'exécuter. Et puis on a cette commande concrète qui est vraiment ce qu'on va réellement exécuter sur l'objet cible. Ok? Et puis on a, pour finir, l'invocateur qui va être le chef d'orchestre qui va invoquer toutes les commandes qu'il va avoir reçues et dont il va devoir se charger de réaliser. Alors on va prendre un exemple plus comportemental pour bien comprendre comment ça marche. Notre client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander
la création de quelque chose. Il va demander la fabrication d'un hamburger, par exemple. Puis il va dire, cet hamburger, je veux qu'il soit fabriqué dans telle cuisine. Donc on va créer un objet et lui donner euh, l'élément sur lequel on veut qu'il travaille. Cet objet commande n'est pas encore un hamburger. Ok, c'est juste l'intention de vouloir fabriquer un hamburger dans ce cadre-là. L'intention de vouloir faire quelque chose. Et ensuite, ben, je vais prendre cette intention, donc cette commande, puis je vais la donner à l'invocateur. Et l'invocateur, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va demander l'exécution de la commande. La commande va aller vraiment parler à sa cible, et la cible va vraiment faire l'action qu'on voulait faire. Donc vous voyez, là, j'ai demandé à faire une action, et en fait, elle est vraiment réalisée beaucoup plus tard dans la chaîne, parce que c'est à cet endroit-là qu'elle va atteindre vraiment sa cible. Alors, faut dire, c'est assez bizarre comme patron, mais en fait, c'est très utile. On imagine par exemple qu'on a un domicile intelligent dans lequel on a des lumières intelligentes. Donc, ces ampoules, on peut les allumer ou on peut les éteindre. Elles ont une méthode qui s'appelle switch on et une méthode qui s'appelle switch off qui permet de gérer le courant électrique qu'on envoie dans la lumière. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre ces ampoules intelligentes et puis les commander, par exemple avec une télécommande. Donc on va avoir une commande qui dit il faut allumer la lumière, et cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se construit sur une lumière en particulier, et quand on l'exécute, elle va exécuter switch on sur la commande. Et donc notre client, ce qu'il va faire, c'est tout simplement avoir sa télécommande. Donc la télécommande est définie à droite de l'écran. Une télécommande, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre de choisir la commande que vous voulez exécuter et puis de vraiment l'exécuter. Donc dans notre cas, je crée une télécommande, je crée une lumière, puis j'ai la possibilité d'allumer ou d'éteindre la lumière, et je vais pouvoir passer à ma télécommande, à mon contrôleur dans l'habitation, le fait de dire, ok, maintenant je voudrais que tu allumes la lumière, vas-y, envoie, fais le job, puis maintenant je voudrais que tu éteignes, vas-y, envoie, fais le job. Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? C'est qu'en fait, on a cette entité centralisée, dans notre cas la télécommande, qui va pouvoir réagir à l'ensemble des choses qu'on veut faire. Puis ça va potentiellement nous permettre de trouver des conflits, par exemple. Si vous voulez, si vous passez votre temps à recevoir des choses qui disent allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, eh bien, ça va potentiellement poser des problèmes sur la lampe et on va pouvoir arrêter cette résonance. Ça veut dire qu'il y a des mauvais ordres qui sont envoyés, il y a quelque chose qui déconne dans la maison et on va pouvoir bloquer l'émission de ces trucs pour que ça n'arrive pas jusqu'à la lumière intelligente. Ok, parce on va voir toute la file de commandes à exécuter, et puis on va se rendre compte qu'il y a un problème à cet endroit-là. Et ça permet aussi, pour le client, de pas trop se poser la question de comment la lumière doit être allumée ou éteinte. On lui donne juste un catalogue de commandes à faire. C'est bien comme si on avait tous les boutons de la télécommande, et on appuie juste sur le bouton allume la lumière, et automatiquement la lumière s'allume. Donc notre conséquence immédiate, c'est bien le découplage entre invocation et réalisation, et le fait qu'on travaille sur les commandes comme n'importe quel objet. Donc une commande, on devient capable de raisonner dessus. Ça, c'est vraiment fort. Et puis on va pouvoir avoir donc cette notion de macro-commande, cette notion de commande composite. Tout simplement, on peut imaginer, si vous vous rappelez sur le patron façade qu'on a vu précédemment, où on s'intéressait à configurer un domicile intelligent pour le transformer en amphithéâtre Netflix ou en amphithéâtre pour aller voir une game de football, eh bien, ça, on va pouvoir le faire avec des macro-commandes. Donc, on va pouvoir avoir une commande qui est switch to Netflix, qui en fait va se raffiner en tout un ensemble de petites commandes qu'on va envoyer à tous les systèmes du domicile intelligent. Et bien évidemment, ce patron, il est très respectueux du principe ouvert-fermé sur l'évolution des commandes, parce qu'il suffit de réaliser l'interface commande pour fabriquer une nouvelle commande disponible dans le système. Où est-ce qu'on le rencontre? Bah, très classiquement quand on est en train de définir un protocole de communication, parce que notre commande, elle a pour vocation de représenter une action qu'on peut faire sur quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu la définition d'un protocole. On la rencontre aussi très souvent dans les principes d'architecture événementielle qui sont assez vieilles, mais qui ont été remises au goût du jour par les architectures microservices par exemple, ou en tout cas tout ce qui touche au bus de message, où on va en fait passer notre temps à envoyer des messages pour que d'autres personnes réalisent ces actions à notre place. On les retrouve aussi dans les interfaces graphiques. Quand vous définissez, vous êtes en train de taper quelque chose dans votre traitement de texte et vous faites CTRL-Z pour annuler, eh bien ça veut bien dire que il connaissait l'action que vous venez de faire
parce qu'il est capable de la défaire. Vous avez cliqué à un mauvais endroit, vous faites annuler, et bien vous pouvez undo la commande que vous venez de faire. Donc l'objectif de se rappeler de l'historique de toutes les commandes qu'on a faites, c'est aussi une manière de revenir en arrière pour annuler et abandonner des commandes qu'on aurait pu envoyer dans le système. Puis si vous utilisez un gestionnaire de version, très classiquement, vos gestionnaires de version, pour passer d'une version à une autre, ils, grosso modo, appliquent un ensemble de commandes, et puis ces commandes, on peut les jouer dans un sens comme dans l'autre pour se déplacer dans l'historique de version. On va regarder maintenant le patron observer, qui s'appelle aussi observer observable, parce que les deux sont duals. Le problème de ce patron, c'est de gérer des aspects qu'on va appeler comme codépendants. Ça veut dire que on a un changement à un endroit dans le système, d'accord? L'objet a été modifié, et cette modification, on doit la propager à d'autres objets. D'autres objets doivent savoir que cet objet a été modifié. Et on ne sait pas à l'avance combien de personnes peuvent potentiellement être impactées par ça. Alors on pourrait le faire en couplant très fortement tous ces objets pour qu'ils se parlent directement et qu'ils se connaissent, mais on l'a vu dans les chapitres précédents, un couplage fort c'est invasif et puis ça pose des problèmes d'évolution et de maintenance, donc c'est pas une solution raisonnable pour notre problème. On va prendre un exemple, on va prendre un site d'enchères, donc un système de vente aux enchères où on a eh bien, l'élément qu'on veut acheter et l'élément qu'on veut acheter, il y a des enchères qui sont passées dessus et on veut pouvoir notifier tous les gens qui sont intéressés par l'objet que il y a une nouvelle enchère qui a été faite pour 50 $ et que donc ces personnes-là pourraient se prendre la décision de rajouter un montant à leur enchère pour passer outre et devenir le meilleur enchérisseur sur cet objet-là. Donc on a bien un objet, l'enchère en question, et puis on veut pouvoir notifier tous les potentiels acquéreurs dès que celle-ci est modifiée pour leur dire hey, attention, le prix a augmenté, est-ce que tu veux continuer à enchérir sur l'objet? Donc l'intention, c'est que j'ai une relation 1N, j'ai une relation 1 objet, là l'objet à acheter, et puis N observateurs, acquéreurs potentiels qui vont regarder cet objet et qui veulent, quand on modifie le prix de l'objet, être au courant que le prix a changé pour pouvoir prendre des décisions de continuer à enchérir ou au contraire de dire non c'est trop cher pour moi, j'abandonne, c'est plus mon objet. Comment on va faire ça d'un point de vue UML? Eh bien, on va toujours travailler au niveau des abstractions. Donc, on va avoir la notion de sujet, qui est l'objet qui nous intéresse, et puis la notion d'observateur. Des fois, le sujet s'appelle un observable, et puis l'observateur s'appelle quasiment toujours un observer. On a toujours une relation 1N, donc on a toujours un sujet qui est relié à un ensemble d'observateurs qui peut être 0, donc il peut y avoir personne qui nous regarde, ou au contraire, il peut y en avoir beaucoup. Ça, c'est défini de manière abstraite, et puis on en a une implémentation concrète. Donc l'implémentation concrète de notre objet est une spécialisation de la notion de sujet, et puis notre observateur concret est une implémentation, est une spécialisation de notre notion d'observateur. Notre observateur concret va bien évidemment devoir connaître le sujet sur lequel il travaille pour potentiellement prendre des décisions dessus, comme récupérer le nouvel état qui a changé. Alors, on a notre sujet concret, on lui envoie un message, et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va changer d'état, son prix va changer, par exemple, pour revenir sur les enchères. Et donc, ce qu'il va devoir faire, c'est notifier tous les gens qui l'observent. Bon, là, pour l'instant, personne ne l'observe, donc c'est pas très grave. Et il continue. Maintenant, on a un observateur, O1, qui va s'attacher à cet objet, donc qui va se brancher sur l'objet en question. Et maintenant qu'il est branché, l'objet, quand on va lui demander de faire des choses, eh bien, il va toujours déclencher le comportement de notification, et le comportement de notification va dire aux gens qui se sont attachés à lui, donc en l'occurrence observateur 1, et au fait, l'objet a changé. Et notre observateur va pouvoir poser des questions à l'objet, voir comment tu as changé, et ainsi de suite. Il existe une variante de ce patron où le changement, on le passe en paramètre de la mise à jour pour éviter d'avoir cet appel en plus. Et une fois qu'il a notifié tous ses observateurs, là il n'y en a qu'un, hop, il renvoie et il continue à faire sa vie. Donc là, je peux attacher un autre objet, j'attache observateur 2, fait que maintenant, quand je suis notifié, je vais pouvoir notifier
quand je fais quelque chose, pardon, je vais déclencher la notification qui va parler et à observateur 1 et à observateur 2. Et puis ce qu'on voit, c'est que par exemple, ça, on peut le faire en parallèle. Il n'y a aucune raison de notifier les observateurs en séquence les uns des autres. Donc on peut gérer ça dans des threads, par exemple, ou whatever. Puis là, notre observateur 1, lui, considère que cet objet ne l'intéresse plus, il n'a plus envie d'être notifié, donc il va pouvoir se détacher. Et au coup d'après, quand l'objet va recevoir un nouveau message, il va notifier, mais il ne notifiera plus que observateur 2 qui lui est toujours attaché. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion de j'ai un objet d'intérêt, c'est mon concrete subject qui est à gauche, et on a des gens à l'extérieur qui vont pouvoir s'attacher ou se détacher de l'observation de l'objet. Et ensuite, l'objet, dès qu'il change d'état, il prévient les gens qui l'observent qu'il a changé d'état. Comme toujours en orienté objet et comme toujours dans ce qu'on a vu sur ce cours de conception, l'interface est complètement homogène. À chaque fois, l'objet, on lui demande de faire un truc et il déclenche à chaque fois son processus de notification qui, des fois, prévient des gens quand il faut les prévenir et des fois ne fait rien parce qu'il n'y a personne à prévenir. Comment on met en place ce genre de choses pour les enchères, par exemple? On va avoir nos acquéreurs, qui sont des watchers, et puis, en fait, on va avoir plusieurs politiques pour suivre les enchères. On peut avoir quelque chose qui est notifie-moi tout le temps, dès qu'il y a une modification. On peut avoir quelque chose qui est notifie-moi quand, pardon, je m'en vais quand le prix est trop cher, donc j'ai un prix seuil, et puis quand le prix de l'objet a dépassé un certain prix, je vais abandonner, je vais arrêter d'observer cet objet, il ne m'intéresse plus. Je vais demander à récupérer de l'information quand le prix baisse, ou je vais demander à récupérer de l'information quand le prix monte. Donc tout ça, c'est mes observateurs qui vont se brancher sur les objets, et puis mes objets mes objets d'intérêt sont mes tickets qui ont ce prix, qui est l'élément que je veux observer. En termes de code, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut bien garder en tête sur le patron observeur-observable, c'est qu'il est très invasif. Dans le sujet, donc dans l'objet que je veux rendre observable, il va falloir que je crée cet ensemble d'éléments qui me regardent. Il va falloir que quand je reçois des messages qui peuvent potentiellement déclencher une notification, il va falloir que j'implémente cette notification. Et il va falloir que je mette à disposition la logique d'attachement, de détachement et de notification. Donc ça veut dire que là, je suis en train de mettre dans mon objet pas mal de responsabilités qui le concernaient pas trop. Ok? Mais un des avantages d'observeur observable, c'est qu'une fois que ça c'est fait, n'importe qui peut venir observer mon objet. Donc ça m'a coûté cher à mettre en place, c'est aller un petit peu mettre un coup de pelle à la logique d'affaires de mon objet, parce qu'on a rajouté dans mon objet plein de choses qui n'étaient pas ce qui m'intéressait, et puis on est maintenant capable de les observer. Donc là, mon exemple, c'est plus des enchères, c'est des surveillances de billets d'avion, pardon, mais ça revient à peu près au même. Le fait de dire je surveille un billet d'avion et puis je veux partir quand il est trop cher, eh bien cet observateur-là, il contient juste le seuil à partir duquel ça ne m'intéresse plus. On va avoir la possibilité d'avoir notre prix seuil, donc c'est un pourcentage du prix que je donnais au début. Et puis à chaque fois que je reçois que le prix du billet d'avion que je suis en train d'observer a été mis à jour, donc à chaque fois qu'on me notifie qu'il s'est passé quelque chose, je vais dire, eh bien, si le nouveau prix est plus petit que le seuil, je vais envoyer, par exemple, une notification par courriel à la personne qui m'avait demandé de surveiller ce billet d'avion. Et puis, si ce ticket devient trop cher, eh bien là, je vais tout simplement me désattacher de ce billet. Il est devenu trop cher, c'est trop tard. Je ne suis plus intéressé pour l'acheter. Les conséquences, c'est que les variations sont abstraites entre le sujet et les observateurs. On est allé pourrir une fois pour toutes le sujet pour le rendre observable, et maintenant, tous les observateurs, ils peuvent faire globalement ce qu'ils veulent avec cet objet, ça n'est plus la responsabilité de l'objet de gérer ça. Et l'objet, lui, il sait juste qu'il y a des gens qui peuvent le regarder et qu'il ne faut pas qu'il oublie de les notifier. C'est au final peu couplé, parce que ce couplage est géré presque au niveau méta par observeur-observable, le fait que l'observable est lié à ses observeurs. Mais c'est tout, c'est plus les objets en tant que tels. Et on a cette notion de
broadcast, donc le fait que on va, quand on est notifié, quand on est changé, pardon, notifier tous les gens qui sont potentiellement intéressés, qui se sont abonnés à cette notification. Où est-ce qu'on le rencontre dans la vraie vie? Eh bien, on va tomber dessus typiquement dans l'API Java. Vous avez l'interface observer, vous avez la classe observable. Alors, le fait que ça a été implémenté avec des classes observables est potentiellement un problème parce que du coup, on perd notre cartouche héritage parce qu'on peut hériter que d'une seule chose en Java. C'est un principe qui est classique en interaction personne-machine, parce que quand vous cliquez sur un bouton, bah, souvent on écoute ce qui est en train de se passer et le bouton déclenche des comportements. Donc il y a des comportements qui attendaient que on ait cet événement qui arrive. Et en fait, Observer Observable, c'est une simplification objet d'un paradigme de programmation qui s'appelle PubSub pour Publish Subscribe, qui lui est pas un N mais qui est NM. Et ça nous permet par exemple de faire des chorégraphies d'événements dans des architectures microservices ou ce genre de choses. On va s'intéresser maintenant au patron state, qui va nous permettre de représenter dans notre code la notion d'état. L'idée du patron state, c'est de modifier le comportement d'un objet quand son état interne change, et obtenir des traitements différents, mais sans que les gens le sachent depuis l'extérieur. C'est un patron qui va intensément reposer sur de la délégation. On s'intéresse par exemple à une machine de vente de snacks, et puis on va avoir potentiellement plusieurs états différents dans la machine. Et ces états différents vont changer son comportement, mais nous, vu de l'extérieur, c'est toujours une machine. Donc l'intention, c'est d'éviter les structures conditionnelles. On ne veut pas avoir un code dans lequel il y a plein de switch statements ou de if, parce qu'on s'en est rendu compte que c'était pas une bonne idée. On veut pouvoir simplifier l'ajout ou la suppression de nouveaux états, donc on veut être extensible du point de vue des états par lesquels peut passer notre objet, et on veut donner l'impression que l'objet a été modifié alors que c'est uniquement son état qui a varié. Donc on ne veut pas avoir à changer la totalité de notre objet, on va juste changer un petit bout qui est le bout responsable de représenter dans quel état est l'objet. Comment on va représenter ça? Un peu comme la stratégie, on considère qu'on a un contexte, parce que l'état est attaché à un contexte. Donc notre contexte est là, et puis ce contexte fait des choses. Okay, et puis notre contexte, en fait, il va contenir un état, et puis cet état, c'est une interface qui va être réalisée de plein de manières différentes. Et en fonction de comment elle est réalisée, eh bien, elle va redéfinir cette méthode handle. Et du coup, le do something, à un moment, va déléguer quelque chose à handle. Et donc, en fonction de l'état dans lequel on sera, eh bien, ça ne sera pas la même méthode qui sera envoyée. On va mieux voir ça sur un diagramme de séquence. J'ai mon contexte qui est dans un premier état, concrete state 1. On lui demande de do something, donc il reçoit ce message-là, et il va envoyer un message handle à son état qui va faire sa job, puis renvoyer, puis renvoyer. Puis maintenant, pour une raison X ou Y, on va changer d'état. Notre cellulaire est passé en mode avion, donc on n'a plus accès au réseau par exemple. Et puis là, on va lui demander à nouveau de do something. Et donc, il va envoyer le handle. Toujours l'idée d'uniformité, hein, c'est-à-dire que do something et handle ne changent pas en termes de code. Mais là, cette fois, il va parler à S2 et non plus à S1. Donc le message va être reçu par S2 qui va pouvoir faire des choses qui sont spécifiques à ce qu'il faut faire dans cet état-là. Les conséquences en termes de code, c'est qu'on va pouvoir séparer les comportements relatifs à chacun des états. Donc on a bien notre code global qui a identifié qu'est-ce qui doit changer selon qu'on est dans un état où on n'a plus de batterie, ou selon qu'on est dans un état où on n'a plus de réseau, ou on est dans un état où on a presque plus de batterie, donc il faut faire attention. Et bien tout ça, on va pouvoir dire, ok, ben, je te délègue à quelqu'un dont c'est la responsabilité de gérer ça. On va avoir des transactions explicites avec différentes actions sur l'objet, parce que c'est ça qui va permettre de changer l'état de notre objet. Et comme je disais, pour l'appelant, c'est complètement transparent. Lui, il parle toujours à son objet initial et il va simplement demander des choses. Et puis, quand on arrive sur l'objet fait ce qu'il est censé faire jusqu'à ne plus savoir le faire. Et là, il délègue à son état pour que l'état puisse prendre la bonne décision. Où est-ce qu'on rencontre ce patron dans la vraie vie? Eh bien, on va typiquement le rencontrer dans les connexions réseau. Quand vous ouvrez une connexion, elle est en attente, ensuite elle est établie, donc tous ces trucs-là, elle est entrée en cours de fermeture. Tous ces trucs-là sont déjà bien pris en compte dans les langages de programmation et dans les API classiques.
On les trouve aussi dans les machines à état. Dès que vous avez besoin de représenter une machine à état, très souvent, le patron état vous aide à le faire. Et typiquement, en Java, vous avez un truc qui s'appelle JavaX Lifecycle, qui permet de représenter le cycle de vie des objets, et on est vraiment dans un patron état pur. On va terminer cette vidéo et cette exploration du catalogue des patrons comportementaux par le visiteur. Le visiteur, c'est un patron qui repose sur une notion de double dispatch qui va vraiment être relié à la notion de type statique et puis type runtime. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous encourage vraiment à retourner voir la vidéo précédente où on a parlé justement de type runtime et type statique pour que vous puissiez bien être à l'aise et bien comprendre du coup le patron visiteur parce qu'il va intensément utiliser ces deux notions-là. Donc l'idée d'un visiteur, c'est de rendre externe à une hiérarchie d'objets un comportement sans avoir à changer les objets. C'est-à-dire que j'ai une structure objet qui existe et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Et je voudrais pouvoir faire plein de comportements différents sur cette structure sans avoir à modifier la structure. C'est vraiment ça l'idée d'un visiteur. On va prendre un exemple classique, l'exemple d'un système de fichiers. Un système de fichiers, c'est typiquement un composite, hein, donc j'ai des répertoires qui contiennent des fichiers ou des répertoires qui eux-mêmes contiennent des fichiers ou des répertoires, et ainsi de suite. Et en fait, cette hiérarchie, on peut vouloir faire plusieurs choses avec. Rechercher un fichier, supprimer un répertoire, copier un répertoire par exemple. Tout ça, c'est des comportements qui sont externes à ma hiérarchie. L'intention du visiteur, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire on va définir une abstraction pour ce que c'est qu'une opération qu'on peut faire sur cette structure. Une fois qu'on a défini cette abstraction, on va, une bonne fois pour toutes, aller fracasser notre logique d'affaires, donc nos objets métiers, nos objets du domaine d'affaires, pour intégrer cet appel à l'opération dedans. Donc ça, c'est très invasif. On va le faire une fois pour toutes. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir définir nos comportements à côté et simplement les lancer sur la structure. Sans avoir à nouveau à modifier la hiérarchie, parce que la hiérarchie d'objets, on l'a modifiée une fois pour toutes. Ça repose sur ce qu'on appelle le principe du double dispatch, qui est, comme je le disais, un lien entre type statique puis type runtime. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir les éléments visitables, donc ça c'est notre logique d'affaires. Okay, c'est nos objets de notre domaine d'affaires. Les objets de notre domaine d'affaires, ils doivent accepter un visiteur. Et puis on va avoir un premier élément concret, répertoire, un deuxième élément concret, fichier. Et ça, on va devoir aller les modifier vraiment pour dire, ok, tu acceptes un visiteur, et puis tu acceptes un visiteur. Une fois que ça c'est fait, on a la notion de visiteur, et la notion de visiteur, elle va contenir chacune des méthodes qui dit, voilà ce que tu fais quand tu visites un truc de type A, et voilà ce que tu fais quand tu visites un truc de type B. Et le visiteur concret, lui, il va vraiment redéfinir la totalité de ces méthodes. Donc il faut bien garder l'idée et la définition d'un visiteur, c'est la hiérarchie, notre domaine d'affaires accepte l'opération et le visiteur exécute la vraie bonne opération. C'est un peu logique, hein, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est être capable, indépendamment de tous les objets d'affaires, donc de tout ce qu'on a mis là, on veut pouvoir faire n'importe quel type d'opération. Donc c'est logique que eux, ils se contentent d'accepter qu'on leur demande de faire une opération, parce que c'est la seule chose qui est commune à toutes les opérations qu'on ne connaît pas à l'avance. Puis le visiteur, c'est lui qui va vraiment dire, ok, quand je visite un fichier, je dois faire ça. Quand je visite un répertoire, je dois faire ça. La définition du double dispatch, c'est basé sur la sélection de méthodes en utilisant les types runtime de deux objets. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment avoir cette idée de j'accepte en me passant en paramètre et ensuite je m'envoie un message. On va le voir sur un exemple directement juste après, où ce qu'on va faire, c'est on a notre client et puis on a nos éléments. Donc on a nos fichiers, nos répertoires. On veut faire quelque chose sur nos éléments concrets. Donc on va commencer par créer un visiteur. Ce visiteur en tant que tel, il ne fait rien pour le moment. Il est juste un objet qu'on va pouvoir utiliser. Et ce qu'on va demander, c'est à notre élément qui nous intéresse, tiens, accepte ce visiteur. Je te donne un comportement, tu ne sais pas ce qu'il va faire, mais toi, je te demande de l'accepter. Donc,
l'élément concret va accepter ce visiteur, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tout simplement demander au visiteur de faire son opération. Donc il va dire, bah écoute, moi je suis un élément de type A, donc déclenche le comportement que tu t'attends à faire quand je suis un élément de type A. C'est ce qui se passe dans le visiteur concret, donc on arrive maintenant à exécuter du code du visiteur concret qui va potentiellement parler avec notre objet en lui demandant, bah écoute, tiens, voilà, comme tu es un élément de type A, je peux te demander des trucs comme si tu étais un A, et donc tu peux faire des trucs spécifiques pour moi, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on est dans un espèce de ping-pong permanent entre je demande à l'élément d'accepter le visiteur va visiter l'objet, et pour visiter l'objet, on va lui poser des questions. Ok? Mais ça, il faut être conscient que c'est une complexité additionnelle qui est forte, hein, c'est-à-dire que c'est logique, si vous êtes pour l'instant pas à l'aise, il faut presque le dessiner sur papier pour bien comprendre pourquoi ça marche. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de dire, c'est le prix à payer. J'ai pas d'autre choix. La seule chose générique, quels que soient les éléments A et quels que soient les éléments B, pour n'importe quel type d'opération que je connais pas à l'avance, c'est de dire, moi j'accepte qu'on me visite et je te dis de quel type je suis. Et ensuite, ce qui est spécifique à la visite, c'est bien ce qui est fait là. Donc on a bien ce découplage, et vous voyez, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. J'accepte le visiteur, je lui dis de quel type je suis, il fait sa vie, et puis c'est fini pour moi. Quand je visite un autre type, eh bien, à nouveau, j'accepte le visiteur, je lui dis que je suis un B, il fait sa vie en considérant qu'il travaille sur un B, et ensuite, la réponse revient. Un point qui est important sur ça, c'est de bien garder en tête que notre visiteur peut travailler uniquement sur l'interface publique parce que la visite n'a pas accès aux éléments privés parce que la visite va consommer l'objet en question. Donc la visite, là, le V, il considère notre objet A comme n'importe quel objet et ne peut lui envoyer que des messages à travers son interface publique. Donc il faut bien garder l'idée et bien garder ça en tête. Un élément accept, un visiteur visite. Donc l'élément porte la méthode accept et le visiteur visite des A, visite des B, visite des C, et ainsi de suite. On va prendre l'exemple d'expression binaire parce que c'est celui qu'on a déjà vu dans le patron composite et puis que les deux se marient plutôt bien. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de définir ce que c'est qu'une expression arithmétique. Une expression arithmétique, c'est ou un littéral, donc 2, 1, 5, 4, 4, 5, ou une opération binaire. Et une opération binaire, eh bien, c'est ou une addition ou une soustraction. Et puis une opération, c'est une partie gauche et une partie droite. Donc c'est pas exactement un composite comme on l'avait vu précédemment, mais vous gardez l'idée et puis vous voyez que on est en train de définir un arbre binaire en fait. Donc là j'ai une première expression arithmétique qui est une addition, dans lequel j'ai une autre expression arithmétique qui est une addition, dans lequel j'additionne un 2 avec une soustraction de 1 et 5. J'ai une addition dans laquelle j'ai une addition d'un 2, d'une soustraction d'un 1 et d'un 5. Et puis après j'ai la partie droite qui est une soustraction de 4 avec l'addition de 4 et 5. Ça, c'est mon élément, c'est ma hiérarchie d'affaires, mon domaine d'affaires. Et donc, je suis allé modifier chacun de ces éléments-là pour les rendre visitables. Comment je fais pour les rendre visitables? Eh bien, je leur rajoute cette méthode accept et ça va prendre en paramètre le visiteur. Donc le visiteur, en l'occurrence, c'est ce qu'on a appelé un traverseur d'expression. Donc, l'élément doit accepter, donc ça veut dire que tous mes éléments concrets doivent avoir cette méthode accept qui prend en paramètre un expression walker, qui va être donc le visiteur qu'on utilise. Et l'idée, c'est que sur cette structure de données qui va toujours rester la même, maintenant que je l'ai bien pourri en lui rajoutant toutes les caractéristiques de comment tu fais pour être visité, et bien maintenant je peux faire plein de choses dedans. Je peux récupérer sa valeur, donc ça vaut moins 7. Je peux récupérer son nombre d'opérateurs. On utilise 1, 2, 3, 4, 5 opérateurs. Je peux récupérer son nombre d'opérandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérandes. Je peux afficher en pretty print cette opération. Et du coup, ça va rajouter toutes les parenthèses qui vont bien là pour avoir tout l'ordre d'exécution des opérations. Vous voyez? Donc je suis bien dans l'état d'esprit où j'ai une structure de données fixe, tout un ensemble de trucs que je vais vouloir faire avec cette structure de données, potentiellement infinie, on peut en rajouter tant qu'on veut, hein, on peut avoir d'autres idées, faire la moyenne de chacune des opérations par exemple, et ben ça, je ne les connais pas à l'avance, et donc je vais vraiment utiliser le visiteur pour découpler la structure du comportement qu'on veut faire sur la structure. Et une fois que ça a été mis en place, eh bien il me suffit de dire, là je suis en train de faire un pretty printer, eh bien écoute, mon équation là accepte ce pretty printer.
Et donc, on va fabriquer un résultat et puis on va pouvoir récupérer ce résultat-là. Maintenant, je veux compter des opérandes. Ben, très bien, je fabrique un autre visiteur et vous voyez, d'un point de vue uniforme, je demande juste à ma structure de données d'accepter ce visiteur. Et puis, elle va être parcourue. Pareil pour compter les opérateurs, pareil pour évaluer. À chaque fois, c'est uniforme. J'accepte le visiteur fait sa job, et ensuite, je récupère le résultat du visiteur. Comment c'est mis en place d'un point de vue visiteur? Eh bien, un visiteur, ce qu'il fait, c'est qu'il définit donc comment visiter chacun des nœuds de la hiérarchie. On avait 3 nœuds, littéraux, addition, soustraction. Donc il dit juste, si tu veux être un visiteur, tu me dis comment tu visites un littéral, comment tu visites une addition, comment tu visites une soustraction. Et ça va être réalisé par l'évaluateur, par le compteur d'opérandes, par le pretty printer ou par le compteur d'opérateurs de la même manière. J'ai simplement redéfini chacune de ces méthodes. Et notre code? Eh bien, notre pretty printer, par exemple, il va simplement dire que c'est un visiteur, donc il implémente cette interface de visite, et puis il dit, bah écoute, quand tu visites un littéral, tu dis juste que tu as visité le littéral. Quand tu visites une addition, eh bien tu mets une parenthèse, tu vas accepter, tu vas demander à la partie gauche de t'accepter, ensuite tu vas écrire plus, puis tu vas demander à la partie droite de t'accepter, et puis tu vas fermer la parenthèse. Puis si on est sur une soustraction, c'est exactement pareil. Il ne faut pas oublier de bien repasser par le double dispatch, c'est-à-dire là, il ne faut pas aller directement faire un visit de left ou un visit de right, parce qu'on ne sait pas si c'est une addition ou si c'est une soustraction ou si c'est un littéral à gauche. Donc on ne peut pas prendre la bonne décision. Donc on doit bien demander à cet élément de nous accepter, et c'est cet élément qui va dire, et au fait, moi je suis un littéral, donc c'est ça qu'il faut faire. Ou, et au fait, moi je suis une soustraction, et donc c'est ce code-là qu'il faut définir, qu'il faut exécuter. Vous voyez l'idée du double dispatch? Les conséquences intéressantes à ce système, c'est qu'on peut définir autant de visiteurs qui nous intéressent. Donc on a défini une fois pour toutes ce qu'était un visiteur et comment on rendait un élément visitable, et une fois que ça c'est fait, on peut en faire tant qu'on veut. Là, l'exemple que je vous ai donné utilise une approche avec des effets de bord qui n'est pas génial. On peut le faire avec une approche fonctionnelle, et puis vous verrez dans le dépôt de code associé au cours comment c'est possible de faire ça. Par contre, prix à payer, ça a un coût non négligeable à l'exécution. Vous vous rappelez, on accepte, puis on appelle, puis on réappelle l'objet, donc on passe son temps à s'envoyer plein de messages quand même, et c'est surtout très invasif au niveau du code. Où est-ce qu'on va le rencontrer dans la vraie vie? Dès qu'on a des problématiques de compilation, on passe notre temps à faire des visites d'éléments, dès qu'on travaille sur du code ou sur du code réflexif, donc des approches un peu méta. Dès qu'on cherche aussi à faire des transformations, très souvent les approches à disposition reposent sur les notions de visite, même si vous ne les utilisez pas directement, en fait c'est des visiteurs que vous fabriquez. Dans les bases de données graphes, pareil, on a des walkers qui sont des visiteurs de graphes, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on va retrouver classiquement dans les langages qui donnent du pattern matching aussi. Donc le visiteur, il est assez difficile à comprendre intrinsèquement, mais une fois qu'on l'a compris, on se rend compte de l'avantage que ça a de découpler la structure des comportements qu'on va pouvoir faire dessus, parce que ça ouvre la porte à plein de possibilités. Voilà qui conclut cette vidéo sur les patrons de conception comportementaux, mais qui conclut aussi ce chapitre sur notre catalogue de patrons de conception. On va en rester là sur les patrons. Encore une fois, l'objectif n'est pas de les apprendre par cœur, mais simplement d'en avoir compris les concepts. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.